Donc c'est-à-dire que la France perd chaque année 13 milliards d'euros pour financer ses propres délocalisations. Macron, son choix, en l'occurrence c'était avant lui, c'est de dire est-ce que j'augmente la TVA ou est-ce que j'augmente la CSG. C'est ça en fait le libre arbitre et le choix politique qui reste à un président français. Charles-Henri Gallois, bonjour. Bonjour Vincent Lapierre. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Alors je m'appelle Charles-Henri Gallois, j'ai maintenant 32 ans et je suis le président de Génération Frexit, qui est un mouvement qu'on a fondé en juillet 2020 pour justement appeler les Français à sortir de l'Union européenne, et on se veut bien mouvement plutôt que parti politique, dans la mesure où l'idée, on n'est pas là pour faire un énième parti politique électoraliste qui va aux élections, on est les seuls, on est les meilleurs. Nous, on est plutôt dans une optique de rassemblement, de mettre les gens ensemble, que les gens discutent et d'obtenir justement ce Frexit. Et on pense que la manière la plus plausible de l'obtenir, ce n'est pas forcément en se présentant aux élections, même si c'est une option parmi d'autres, mais on pense que la plus plausible et la plus crédible à court terme, c'est d'obtenir un référendum sur notre appartenance à l'Union européenne. Et je pense que si on obtient ce référendum, il y aura après un débat et je pense qu'on peut le gagner. Même si évidemment les sondages à l'heure actuelle nous expliquent que les Français ne seraient pas favorables au Frexit. On nous dit, on a des exemples, etc., de tels candidats qui n'auraient pas fait des bons scores. Je pense que s'il y a un référendum, on peut le gagner. Et il y a des exemples concrets qui le montrent, parce qu'un sondage, c'est un résultat à un moment T. Et quand on regarde, par exemple, 2005, le référendum de 2005, un an avant l'élection, enfin même pas un an, en novembre 2004, le oui au traité était donné vainqueur à 69%. Entre-temps, il y a eu une belle campagne, et le non a gagné à 55%, et même au Royaume-Uni, on dit parfois les Britanniques sont toujours plus eurosceptiques que les Français, etc. Un an avant le vote sur le Brexit du référendum de 2016, les sondages donnaient le Remain, le maintien du Royaume-Uni dans l'Union européenne, vainqueur à 66%, et il y a eu une belle campagne, et ils l'ont gagné. Et pourquoi c'est plus plausible, selon moi, par un référendum ? C'est simplement parce que c'est un moment où il y a un vrai débat sur l'Union européenne, les avantages et les inconvénients, et ce débat est possible. Quand vous avez une élection, même l'élection présidentielle, la reine des élections en France, l'Union européenne, ça va être un volet, un chapitre au milieu de culture, éducation, économie, etc. On va vous mettre à part un petit volet Union européenne on va traiter comme ça, mais c'est pas le sujet en fait de l'élection. En vrai, ça devrait être le sujet parce que tout est lié, mais médiatiquement et dans le temps et dans le débat des Français, c'est pas le sujet. Alors je pense que si on a ce référendum, on va mener une belle campagne et je suis persuadé qu'on pourra gagner. Charles-Henri Gallois, vous avez sorti un livre, Les illusions économiques de l'Union européenne. Un livre, franchement, je le dis tout de suite, qui est passionnant, y compris pour ceux qui connaissent le sujet. On apprend plein de choses dans votre livre, il foisonne d'exemples et de chiffres, etc. Ma première question, elle est simple. Pourquoi la France doit-elle sortir de l'Union européenne ? Vaste sujet, pourquoi elle doit sortir. Je pense que justement, c'est ce que je dis un peu en conclusion du livre. Vous l'avez dit, et je suis content qu'il vous ait plu évidemment, mais je donne beaucoup d'argumentaires sur le plan économique, de mettre le dogme de l'Union européenne, les grands lieux communs, l'euro qui va apporter plus de croissance, l'euro qui apporterait moins de chômage, la France qui serait trop petite, etc. Et j'explique pourquoi en fait tous ces dogmes, toutes ces idées qu'on vous rabâche depuis des années, quand on regarde les faits, sont complètement fausses. Mais je finis en fait en conclusion, parce qu'on peut donner 1000 arguments économiques en faveur de la sortie de l'Union européenne, 1000 arguments dans tout un tas de secteurs, mais je dis que fondamentalement, pourquoi on doit sortir de l'Union européenne, s'il y a un argument et une chose à garder, c'est l'aspect démocratique. C'est de se dire, est-ce qu'on considère que la France ne serait plus qu'une province d'un grand ensemble, et est-ce qu'on est d'accord pour que les Français, en fait, soient gouvernés par des gens qui sont non élus, ce qui est le cas de la Commission européenne. Et donc l'argument en tant que tel, il est avant tout démocratique. Est-ce qu'on veut voter pour des personnes qui peuvent faire la politique et elles ont les mains libres pour faire la politique qu'elles veulent et qu'ensuite on peut virer ? Normalement, c'est la base de la démocratie, c'est-à-dire que vous avez le consentement à la défaite lors d'une élection, parce que vous savez qu'à la prochaine élection, vous pourrez virer le GUS que vous avez élu et vous pourrez avoir une autre politique. Dans le cadre de l'Union européenne, on n'est plus du tout là-dedans. On n'est pas dans un système démocratique, c'est-à-dire que peu importe pour qui vous votez, quelqu'un de gauche, quelqu'un de droite, etc., il s'inscrit dans le cadre de l'Union européenne, dans le cadre des traités de l'Union européenne, et la politique qui va s'appliquer, c'est celle-là. Donc en fait, la démocratie et le vote perdent tout son sens au sein de l'Union européenne, et les Français, même s'ils ne connaissent pas sur le bout des doigts les traités, ils n'ont peut-être pas conscience de ça, ils ont conscience en tout cas de plus en plus que
qui votent à gauche, qui votent à droite, ils ont exactement la même politique. Et ça vient directement du fait de notre appartenance à l'Union européenne. Et donc si j'avais un argument en faveur du Frexit, en faveur de la sortie de la France de l'Union européenne, je donnerais celui-ci. C'est avant tout une question de démocratie. Est-ce qu'on veut reprendre le contrôle? Est-ce qu'on veut que le peuple français soit souverain et décide de son avenir, de sa destinée et de sa politique? Et ça passe évidemment par le Frexit. Vous êtes en train de nous dire que Macron n'a pas de pouvoir, n'a pas de marge de manœuvre. Il en a, mais c'est-à-dire que c'est à la marge. Comme je dis dans le texte, quand vous avez par exemple les grandes orientations des politiques économiques de l'Union européenne qui, en gros, pour schématiser, qui donnent la feuille de route de la politique économique et sociale de la France, ils vous disent que, par exemple, que la France doit augmenter l'assiette fiscale de telle ou telle taxe. C'est-à-dire que Macron, son choix, en l'occurrence c'était avant lui, c'est de dire est-ce que j'augmente la TVA ou est-ce que j'augmente la CSG? C'est ça en fait le libre arbitre et le choix politique qui reste à un président français. Ou c'est la même chose quand on vous dit vous devez tailler dans les dépenses publiques, et quand vous taillez dans les dépenses publiques, en France, on sait très bien que depuis des années, les dépenses de l'État en pourcentage du PIB, elles ont baissé. Celles des collectivités territoriales ont augmenté un peu, il y a un peu un jeu de vase communicant avec la décentralisation. Et quand on vous dit vous devez baisser les dépenses publiques en France, ça veut dire baisser les dépenses sociales. Donc le choix, c'est de se dire, est-ce que je ferme tel ou tel hôpital plutôt qu'un autre? C'est ça le choix qui reste un président français, parce que même dans le détail, on va vous dire il faut faire la réforme des retraites. Vous n'avez même pas le choix quelque part dans les dépenses sociales qui doivent être coupées, parce qu'on vous dit déjà qu'il faut réformer l'assurance chômage, c'est demandé par l'Union européenne. On vous dit qu'il faut réformer les retraites, c'est exigé par l'Union européenne, et ça le sera d'autant plus, on a peut-être l'occasion de revenir avec le plan de relance de l'Union européenne. Et on vous dit qu'il faut réduire aussi les dépenses de santé. Donc là, effectivement, le gouvernement, son choix politique, Macron, il va pouvoir décider s'il ferme un hôpital en Ille-et-Vilaine ou s'il ferme un hôpital dans la Nièvre. C'est à peu près ça. En même temps, on pourrait vous répondre très bien, mais ça, c'est en vue d'une croissance économique. C'est l'application de théories économiques qui permettent d'amener un surplus de richesse pour les Français. J'ai envie de vous dire, moi, ce ne sont pas mes théories économiques. Et je pense d'ailleurs que si ces théories économiques avaient fait ses preuves, on le verrait depuis 20 ou 30 ans, parce que c'est cette politique-là qui est menée. Et quand bien même on serait d'accord avec ce type de politique, en disant, je pense sincèrement que c'est la politique dont a besoin la France, d'un point de vue démocratique, il n'est pas normal que ce ne soit pas le gouvernement français qui le prenne en compte déjà en ayant été élu là-dessus, ce qui n'est pas le cas, mais déjà qu'il le prenne pas lui-même, que ce soit imposé par une entité extérieure. Donc d'un point de vue démocratique, même si on est d'accord avec ce type de politique-là, c'est pas normal en fait que ce soit imposé de l'extérieur. Et en plus, en termes de croissance, donc, qu'est-ce qu'a apporté l'Union européenne à la France? Zéro. Enfin, zéro. on peut dire quoi? Il suffit de regarder encore une fois les faits. On avait dit l'euro, l'Union européenne apporterait plus de croissance. La réalité, c'est quoi? C'est que depuis 20 ans, la zone euro, c'est la plus faible zone de croissance du monde. Et quand on réfléchit à l'échelle de la France, parce que la zone euro, à la rigueur, je m'en fiche, c'est pas un pays, c'est pas quelque chose, mais ça veut dire quelque chose économiquement, du moins. Mais quand on regarde au niveau de la France, l'Union européenne, elle apporte rien. La France, c'est même le contraire, elle lui coûte énormément d'argent. Et notamment, chaque année, les contributions budgétaires, vous savez que la France donne à l'Union européenne. On vous dit souvent, regardez, c'est formidable, grâce à l'Union européenne, nos agriculteurs vont recevoir les fonds de la PAC, nos régions, le FEDER, le Fonds de solidarité, etc. Sauf qu'on vous dit jamais, en fait, qui paye pour ces fonds-là, parce que l'Union européenne, en soi, ne crée pas d'argent, et l'argent, le budget de l'Union européenne, ce n'est rien d'autre que les contributions des États membres à l'Union européenne. Or, cette contribution, en plus, parce qu'on parlait du Brexit en introduction, cette contribution, elle explose après le Brexit, parce qu'on a le départ du Royaume-Uni, qui était lui-même un contributeur net. Et donc avec un budget constant, quand vous avez le départ d'un contributeur net, ça veut dire que qui va payer et qui va compenser cette perte, c'est tous les contributeurs nets qui restent, dont la France. En plus de ça, ils ont augmenté le budget malgré le départ du Royaume-Uni. Et donc la contribution nette de la France, par exemple, en 2021, cette année, elle va être de 13 milliards d'euros par an. 2021, et c'est un budget de 7 ans, ça va être sur les 7 ans à perdre 13 milliards d'euros chaque année. Donc non seulement l'Union européenne ne nous apporte rien, mais elle nous appauvrit. Et il y a des exemples concrets, parce que vous allez me dire où vont ces 13 milliards d'euros. Alors il y a une partie évidemment qui va pour alimenter toute la machine bruxelloise, les députés européens, les fonctionnaires européens. Ça coûte cher d'ailleurs. Combien est payé un commissaire européen Un commissaire européen, c'est de l'ordre de à peu près 20 000 euros par mois. Donc plus que Macron.
Le président de la Commission européenne est bien plus payé que Macron. Le président de la BCE gagne quelque chose comme 340 000 euros par an, est bien plus payé que le président de la République, qui est autour de 200 000. Donc ces gens-là, en fait, sont beaucoup plus payés que le président de la République. Pierre Moscovici était mieux payé que François Hollande, pour donner un ordre d'idée. Et donc voilà, vous avez tout ça, on paye tous ces gens-là, qui concrètement... Il suffit de voir Ursula von der Leyen, sa plus-value dans cette crise, c'était de vous expliquer comment vous lavez les mains. Bon, payer quelqu'un 300 000 euros pour vous expliquer comment vous lavez les mains, tout le monde peut le faire. Donc une plus-value très très faible. Et après, vous avez tout l'argent que vous donnez en fait aux autres pays de l'Union européenne, notamment les bénéficiaires nets. Et parmi ceux-là, il y a depuis le traité de Nice, les élargissements à l'Est, 2004-2007, en fait, on a payé pour des pays qui accueillent toutes les délocalisations, parce que contrairement à une idée reçue, la majorité des délocalisations ne se font pas vers la Chine, vers l'Inde, se font au sein même de l'Union européenne et se font vers les pays de l'Est. C'est un minimum en Bulgarie, c'est 260 euros par mois. En France, vous êtes à plus de 1500. Et donc, vous avez eu tout ce transfert-là, et c'est même pire, vous avez eu des subventions de l'Union européenne qui ont financé directement des usines, notamment, vous savez, l'usine Bridgestone, qui a quitté Béthune. Elle est allée s'installer dans les pays de l'Est, Pologne, Hongrie, sur fond de l'Union européenne. Donc c'est-à-dire que la France perd chaque année 13 milliards d'euros pour financer ses propres délocalisations. Donc non seulement l'Union européenne n'a rien apporté au niveau de la France, au niveau de la croissance, mais on peut dire qu'elle a complètement siphonné sa croissance au profit un petit peu des pays de l'Est, mais surtout au détriment de la France, parce que tout ce processus de désindustrialisation qu'on voit, c'est pas tombé du ciel, et c'est notamment le fait des traités européens qui permettent ces délocalisations, notamment depuis l'acte unique de 1986. C'est pour ça que ça se multiplie au sein même de l'Union européenne vers les pays de l'Est, mais aussi dans le monde entier et vis-à-vis de la Chine et d'autres régions du monde, puisque cette libre circulation des mouvements de capitaux qui est gravée dans le marbre par les traités de l'Union européenne se fait non seulement au sein même de l'Union européenne, mais aussi vis-à-vis des pays tiers. Donc en fait, le slogan, là encore, de l'Union européenne qui nous protège, c'est une vaste fumisterie. En plus des contributions dont vous parlez, là, des 13 milliards d'euros, vous parlez dans votre livre du coût supporté par la société, les entreprises, à l'adaptation aux réglementations européennes. Et ça, c'est un coût énorme. C'est énorme parce que, typiquement, alors je ne dis pas d'ailleurs que c'est même une mauvaise norme, mais vous êtes certainement au courant de la RGDP, qui est une norme de protection des données personnelles, etc., qui est quelque chose de très très lourd à mettre en place pour les entreprises. Quand vous êtes une grosse entreprise, déjà ça vous coûte quand même de l'argent, mais vous avez à la rigueur en interne assez de compétences ou de ressources pour pouvoir le mettre en place. Quand vous êtes des plus petites entreprises, des PME, TPE, ça veut dire que vous allez devoir avoir recours à des sociétés de conseil. Tout ça, ça a un coût, ça coûte très cher. Et au niveau français, la mise en place des normes de l'Union européenne, ça a été évalué, le coût, ça coûte chaque année 30 milliards d'euros pour les entreprises et 8 milliards d'euros, 8 à 9 milliards d'euros pour les administrations publiques, parce que dès que vous avez une nouvelle norme, il faut s'adapter, ça amène des coûts de consultants, ça amène des coûts des fois physiques. Quand vous avez une nouvelle norme sur les radiateurs, vous devez changer vos radiateurs, donc ça a évidemment un coût sur l'économie. Et en fait, la norme et la complexité, c'est aussi un business, et vous avez tout un tas finalement d'entreprises de conseil qui se nourrissent de la complexité, qui se nourrissent à travers de la norme, et grâce à ces nouvelles normes auxquelles les entreprises sont obligées de se plier, c'est à chaque fois un nouveau marché. Donc vous mettez une nouvelle norme, vous avez mécaniquement un nouveau marché qui voit le jour. Et hors l'Union européenne, quand on le voit sur le long terme, le nombre de pages au journal officiel de l'Union européenne, de normes que pour l'Union européenne, ça n'a cessé d'exister. Et les fonctionnaires européens qui doivent bien montrer qu'ils servent à quelque chose, donc ils pondent des normes, et en plus de ça, il y a évidemment l'aspect business et affaires, parce que, encore une fois, la norme, c'est de la complexité, et donc qui dit complexité dit marché derrière, notamment pour les cabinets de conseil. Et en termes de coûts, on a aussi toutes les rallonges. Par exemple, quand il y a une crise quelque part, on demande aux pays européens de participer dans un fonds commun. Exactement, et qui se trouve hors budget. Il y a notamment eu ça, on peut en reparler récemment, vous avez peut-être suivi l'histoire du Sofagate, on parlait beaucoup de ça parce que Erdogan n'avait pas prévu une chaise pour Ursula von der Leyen. Sauf que oui, évidemment, ça a fait scandale, on peut dire que c'est très mal poli, que ça ne se fait pas. Mais le gros fond en fait, de cette affaire, c'est qu'au cours de cet entretien, ils ont prévu de rallonger l'aide que donne l'Union européenne à la Turquie pour
accueillir les migrants, en fait, pour empêcher les migrants. Alors, l'Allemagne avait ouvert les vannes à l'époque, après ils ont voulu fermer, donc on a donné de l'argent à Erdogan pour bloquer quelque part les migrants et pour les accueillir chez lui. Là-dessus, c'est des montants énormes, c'était 6 milliards d'euros. La France paye 17% de ces 7 milliards d'euros. De 6 milliards d'euros, quand la France aussi, vous savez, il y a eu tout le processus de préadhésion de l'Ukraine, la crise ukrainienne, l'Union européenne a donné des fonds en fait à l'Ukraine, et là-dessus, c'est hors budget, et la France va participer à chaque fois à hauteur de 17%. Donc au total, en termes de coût pour la France, on peut dire que l'Union européenne coûte combien, si on fait la somme par an ? Si on fait la somme, vous avez, alors dans mon livre à l'époque c'était pas 13 milliards d'euros, la contribution nette de la France au budget de l'Union européenne c'était 9 milliards d'euros, mais vous avez les 13 milliards d'euros de la contribution budgétaire de la France à l'Union européenne, vous avez tout ce qui est fonds hors budget et aussi les amendes pécuniaires, parce que quand la France par exemple n'applique pas une directive type directive OGM ou autre, vous avez une amende en fait de mise en conformité, vous avez une amende tant que vous n'êtes pas mis en conformité, chaque jour vous prenez une amende, donc les deux cumulés c'est à peu près 4 milliards d'euros, donc vous êtes déjà à 17. On a dit après qu'il y avait environ 38 milliards pour les normes, donc c'est quand même relativement important, vous devez être déjà aux alentours de 45. Et après, en plus de ça, vous avez un autre coût dont on parle moins, parce qu'il est moins palpable, il n'est pas direct, c'est évidemment le coût de l'euro. Parce que l'euro est une monnaie qui est surévaluée pour la France, qui est surévaluée pour l'économie française. Et donc ce qui se passe, c'est que tout ça, ça a un coût, puisque vous avez un déficit de la balance commerciale qui est absolument abyssal, vous avez une économie qui tourne au ralenti, et tout ça, ça a un coût pour l'économie. Alors évidemment, c'est beaucoup moins palpable, c'est pas quelque chose que vous allez payer tous les ans, mais cette perte de croissance, ce déficit commercial, ça a un coût pour l'économie. Et il y a, en l'occurrence, un institut allemand, le CEP, qui, pour les 20 ans de l'euro, avait pondu justement une étude pour expliquer qui étaient les gagnants et les perdants de l'euro. Contrairement à ce qu'on dit, la monnaie n'est pas neutre et ça crée des gagnants et des perdants. En l'occurrence, l'Allemagne était gagnante de l'euro parce qu'elle avait une monnaie sous-évaluée. L'euro est moins cher que ne le serait le Deutschmark, mais vous avez des grands perdants. Les grands perdants, c'est notamment la France et l'Italie. Et ils ont évalué, c'était un coût de 55 000 euros ou 56 000 euros par Français. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir aussi l'évolution, parce que c'est quelque part un coût cumulé qu'ils ont mis. Et quand on regarde justement au niveau de la France, vous avez une dégradation en fait année après année, ce qui est logique, parce que vous figez cette parité notamment avec l'Allemagne, il n'y a pas de réévaluation mécanique qui est faite. Et en fait, chaque année supplémentaire dans l'euro coûte de plus en plus cher pour l'économie française, contrairement à toute la rhétorique qu'on vous fait, que si vous sortez, ça va être la catastrophe. Non, c'est d'y rester, et c'est maintenant, et plus on reste, et plus le coût pour l'économie française est important. Et l'évaluation qui avait été faite, la dernière année, je crois, l'étude était 2017, et c'était de l'ordre de 100 milliards d'euros. Donc vous avez ça à rajouter, donc ça veut dire que vous avez un coût global d'à peu près 145 milliards d'euros, ce qui est absolument colossal. Est-ce qu'on peut justement rentrer dans le détail de cette question de l'euro. Vous dites, pour la France, l'euro est surévalué, sous-évalué pour l'Allemagne, et vous montrez bien dans votre livre que ça a un impact évidemment sur la balance commerciale. Est-ce que vous pouvez justement nous expliquer précisément comment ça fonctionne ? Alors, comment ça fonctionne ? C'est que ça date pas d'hier, en fait, les compétitivités françaises et allemandes n'étaient pas les mêmes, les structures économiques n'étaient pas les mêmes. Donc déjà, pour clarifier comment ça marche et pourquoi ça nous nuit, ça aussi pour contrecarrer l'idée dont il dit c'est pas un problème de l'euro, regardez les Allemands, ça marche, sauf que les Allemands n'ont pas les mêmes structures économiques, ils sont sur des gammes qui sont différentes, qui sont moins sensibles à la compétitivité prix, donc moins sensibles à une variation de prix. Ce qui fait que, effectivement, eux, d'avoir une monnaie forte, ça ne les pénalise pas tant que ça. Sauf qu'on ne peut pas décréter du jour au lendemain, on va monter en gamme. C'est un truc qui prend des années et des années sur le plan industriel. Il n'est pas dit d'ailleurs que ce marché-là ne soit pas complètement concurrencé, occupé à l'époque, alors que l'Allemagne est sur plein de marchés de type monopolistique, sur des machines-outils et autres. Il n'en est pas à l'abri de ça, donc c'est quelque chose qui se fait sur le long terme, mais surtout c'est pas une montée en gamme, vous ne pouvez pas le faire avec une économie qui est en train de suffoquer, avec une économie qui est surévaluée. Et la France, qui a des produits à l'export qui sont très sensibles au prix, qu'est-ce qui se passe ? Avant, quand chacun avait sa monnaie, vous aviez l'Allemagne qui avait le Deutschmark, vous aviez la France qui avait le franc français, et l'Allemagne qui était structurellement plus compétitive,
ce qui se passait, c'est que mécaniquement, avec le jeu des monnaies, l'Allemagne, une année, allait avoir un excédent commercial, parce qu'elle avait fait une innovation, elle était plus compétitive. Comme elle avait fait un excédent commercial, qu'est-ce qui se passait? Vous aviez le Deutsche Mark qui s'appréciait par rapport à l'euro. Et ça fait quoi quand le Deutsche Mark par rapport au franc français, pardon. Quand le Deutsche Mark s'apprécie par rapport au franc français, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que mécaniquement, les produits allemands deviennent relativement plus chers, encore plus chers à l'exportation, et les produits français avec une monnaie, un franc français qui se déprécie, deviennent relativement moins chers. Et avec ce jeu de prix, en fait, vous aviez mécaniquement un équilibre qui se faisait parce que à chaque fois, le franc français en gros se dévaluait, le mark allemand s'appréciait, et donc ça rééquilibrait la balance commerciale par cet effet de prix. Et il y en a qui vont venir, qui vont hurler une monnaie qui se déprécie, voilà, quelle catastrophe. Sauf qu'il ne faut pas faire de fétichisme de la monnaie. Une monnaie, elle doit être adaptée à son économie. C'est un peu comme quelqu'un qui serait très fort et vous lui dites vous allez mettre un t-shirt taille S quoi qu'il arrive. Le type, il va pas être à l'aise. C'est la même chose en fait pour la monnaie. Et en l'occurrence, pourquoi on voit que ce fétichisme de la monnaie est une absurdité sur le plan économique? Si vous prenez les années, par exemple, entre 1970 et 1982, on est passé de 1 Deutsche Mark égale 1,5 francs français à 1 Deutsche Mark égale 3 francs français, donc une très forte dépréciation. Et pendant ces années-là, entre 70 et 82, la France avait une meilleure croissance que l'Allemagne. Donc ça montre bien en fait que ce fétichisme de la monnaie est complètement absurde, et ça montre bien, quand vous avez une telle dépréciation en seulement 12 ans, qu'il faut être complètement dogmatique sur le plan économique pour penser qu'on peut figer jusqu'à la fin des temps la monnaie entre la France et l'Allemagne quand on a vu une telle évolution en 12 ans. Et quand je dis entre la France et l'Allemagne, il faut être encore plus frappadingue pour penser qu'on va pouvoir figer les monnaies jusqu'à la fin du temps entre l'ancienne drachme grecque et le Deutsche Mark allemand. Donc on est sur un processus de quelque chose qui ne marche pas. Et en fait, alors que ça ne marche pas et que le bon sens devrait dire écoutez, ça ne marche pas, donc il faut dissoudre l'euro. Même d'ailleurs ceux qui croient au projet de l'Union européenne, s'ils avaient un minimum de bon sens sur le plan économique, ils se diraient pour pas que tout le truc explose, l'euro c'est quelque chose qui est tellement néfaste et nuisible, il faudrait se débarrasser de l'euro si on veut que le reste tienne un petit peu. Mais non, il continue dans son espèce de fuite en avant, et ce qui se passe, c'est pour ça qu'on fait toutes les politiques de quantitative easing, on fait tout ce genre de politiques pour essayer de sauver l'euro. Et à chaque fois, c'est les crises les sommets de la dernière chance de l'euro, on en est peut-être au 150 millième sommet de la dernière chance de l'euro, et on vous fait ça à chaque fois pour sauver l'euro. Mais il y a c'est pas seulement cette dimension du quantitative easing qui a des effets nuisibles, bulles spéculatives, montée des marchés actions et autres, montée de l'immobilier, donc il y a une conséquence quand même pour les gens, mais là où les gens voient le plus la conséquence de l'euro, en fait, c'est sur le plan des politiques économiques et sociales. Parce que rappelez-vous, quand vous avez eu la crise de l'euro en 2010, derrière, évidemment, il y a eu les Grecs qui ont été saignés, mais ça ne s'est pas arrêté là, parce qu'il y a eu le fameux TSCG, le traité budgétaire, le fameux traité Sarkozy-Merkel, après qui avait été aussi validé par François Hollande, malgré ses promesses de campagne, bref, passons là-dessus. Mais ce traité-là, en fait, mettait, pour sauver l'euro, encore plus dans la main de l'Union européenne, les politiques économiques et sociales. C'est via ce traité-là que les fameuses dites recommandations de l'Union européenne, qui sont en réalité devenues des obligations avec ce traité, mettaient la possibilité de mettre des amendes aux pays si elles ne respectaient pas justement les recommandations de l'Union européenne. Et ces recommandations de l'Union européenne, quelles sont-elles? Quand vous n'avez plus ce levier monétaire de dévaluation externe, en dévaluant votre monnaie, dévaluation en change fixe, dépréciation en change flottant, quand votre monnaie ne peut plus se déprécier naturellement, comme elle se ferait normalement en économie ouverte, ce qui se passe, c'est qu'on vous demande de faire une dévaluation interne. Et la dévaluation interne, qu'est-ce que c'est justement? C'est ce dont je parlais tout à l'heure, baisse des dépenses publiques, baisse des retraites, baisse des salaires. En fait, on vous demande de comprimer vos prix en interne pour faire ce que ferait une dévaluation, sauf que ça a des conséquences économiques et sociales dramatiques, et on le voit en France, on l'a vu en Grèce, on l'a vu aussi en Espagne, où il y a eu une austérité sans commune mesure, d'ailleurs avec ce qu'on a connu en France, et donc on le voit dans tous les pays de l'Europe du Sud, où on demande une austérité énorme, et tout ceci, c'est fait pour sauver l'euro. Donc le coût de l'euro est évidemment monstrueux, il y a le coût économique, mais aussi le coût social. Et cet euro, parmi les économistes, est-ce qu'il fait consensus ou pas?
Ou est-ce que vous êtes tout seul à prêcher dans le désert? Non, non, pas du tout. En fait, on voit effectivement des fois sur les plateaux télé, c'est vrai que vous n'allez pas avoir beaucoup d'économistes qui sont anti-euro, mais quand on regarde des grands économistes, notamment des prix Nobel, il y a beaucoup de prix Nobel de l'économie qui, s'ils n'étaient pas anti-euro, étaient au moins eurosceptiques. Il y avait évidemment Milton Friedman, Christopher Pissarides, Maurice Allais, le premier prix Nobel d'économie français, Joseph Stiglitz, Paul Krugman. Donc en fait, il y a tout un tas Amartya Sen, il y a beaucoup de prix Nobel d'économie. De toute façon, quelqu'un qui a de bonnes notions d'économie se rend bien compte que l'euro est quelque chose qui ne peut pas marcher. Moi d'ailleurs, je suis devenu anti, entre guillemets, Union européenne par l'euro, parce que mes connaissances économiques ont fait que je me suis tout de suite dit que ce truc était complètement absurde et ne pouvait pas marcher en fait. À partir du moment où on creuse un petit peu l'économie, on se dit mais c'est un truc de dingue en fait, ça ne peut pas marcher, et surtout c'est nuisible pour la France. Et après c'est comme ça que j'ai cherché aussi au niveau de l'Union européenne des traités, que je me suis rendu compte que l'Union européenne, d'une manière générale, était antidémocratique et nuisible, et qu'il n'y avait pas uniquement la question de l'euro, mais la question de l'euro est vraiment fondamentale. Et au niveau français, vous avez des économistes, par exemple, je pense notamment à Jacques Sapir, qui aussi a fait un grand combat contre l'euro. Donc il y a des économistes qui en parlent, mais il est vrai que malheureusement, en France, dans les plateaux de télé, vous n'avez jamais de grands débats, vous n'avez jamais eu de grands débats sur l'euro. En Italie, par exemple, je sais qu'il y a eu beaucoup plus de débats sur cette question. Ils en parlent même, d'ailleurs, au Royaume-Uni, où l'euro n'est pas la question pour eux, parce qu'ils n'étaient pas dans l'euro. Mais même eux, il y a déjà eu des débats dans leur pays sur l'euro, le fait que c'était une catastrophe totale. Et en fait, en France, il y a une sorte d'omerta sur l'euro, c'est une sorte de religion, de dogme. On ne peut pas critiquer le saint euro, en fait, où on vous envoie des personnes qui sont évidemment pro-euro sur les plateaux, mais au niveau de l'économie, il n'y a pas du tout un consensus énorme pro-euro comme on pourrait le croire en regardant la télévision. Si l'euro n'est pas déconstruit volontairement par les pays membres de l'Union européenne, qu'est-ce qui risque de se passer? Ce qui risque de se passer, normalement, l'euro, avec une crise comme celle du Covid, par exemple, l'euro aurait pu et aurait dû exploser. Ce qui se passe, c'est que l'euro est maintenu à flot par ces politiques de quantitative easing. Parce qu'avec la crise du Covid, ce qui aurait dû se passer, c'est qu'un pays comme l'Espagne ou l'Italie, qui ont quasiment 11% de récession, logiquement, s'il n'y avait pas eu cette politique de quantitative easing, vous auriez eu les taux d'intérêt en fait de l'Espagne, de l'Italie qui se seraient envolés, et mécaniquement, pour refinancer leur dette, ces pays-là en fait auraient dû sortir de l'euro et financer la dette directement via la Banque centrale, ce qui est interdit par les traités européens. Et là, ce qu'ils ont fait, c'est interdit que la Banque centrale européenne achète directement la dette publique des différents États. Et ce qui s'est passé, c'est que la Banque centrale européenne rachète des titres sur les marchés secondaires, notamment de ces États, ce qui permet artificiellement de garder ces taux d'intérêt très bas, mais ça a un effet pervers. Contrairement, en fait, si une banque centrale nationale achète directement la dette du gouvernement, quelque part, c'est le gouvernement qui a les liquidités et qui peut aller directement investir dans l'économie réelle. Quand vous passez par un système de quantitative easing, comme c'est le cas de la Banque centrale européenne, en fait, ils rachètent les titres de dette à des banques commerciales. Ils n'achètent pas directement l'État, et ces banques commerciales, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont aller investir dans l'immobilier, dans les marchés actions, dans les obligations, et c'est ça qui entretient cette bulle complètement délirante des marchés actions. Enfin, vous avez des marchés actions à des niveaux supérieurs à ce qu'il y avait avant la crise du Covid, alors que vous avez une économie qui tourne au ralenti. Économiquement, en fait, ça n'a absolument aucun sens, mais ça, c'est permis, c'est possible par ces politiques de quantitative easing. Et quand j'entends des fois des gens dire regardez, les riches se sont enrichis avec cette crise et tout, non, dans l'économie réelle, toutes les entreprises se sont pris une claque, même des grands groupes, ils ont fait du moins 15, moins 20%. Mais en fait, l'enrichissement est purement artificiel. C'est parce que la BCE donne de cet argent aux banques commerciales. Les marchés actions montent, et comme évidemment par exemple, propriétaires de grands groupes, elles ont les titres actions de ces entreprises-là, les titres actions montant, leur patrimoine augmente. Mais c'est complètement en fait fictif. En réalité, les entreprises qu'elles détiennent, elles se sont pris, si ce n'est pas des pertes, en tout cas, elles ont eu des pertes de croissance par rapport aux années précédentes. Donc c'est un enrichissement qui est complètement fictif. En réalité, l'économie réelle est dans très mauvais état, et vous avez artificiellement ces marchés actions qui augmentent et qui fait augmenter donc le patrimoine des plus riches. Mais on est clairement sur un phénomène
de bulle et qui n'est pas tenable, qui n'est pas sain sur le long terme. Qui peut amener à une crise financière? Évidemment, parce qu'on n'a jamais eu un tel niveau de liquidité au niveau mondial. En fait, ils sont dans une sorte de fuite en avant, parce que j'ai parlé évidemment, la BCE le fait pour sauver l'euro, mais les États-Unis font un petit peu la même politique, la Banque du Japon fait la même politique. En fait, ils sont dans un phénomène de fuite en avant, parce que c'est un petit peu le côté, le drogué à morphine et autres, on est obligé à chaque fois d'augmenter les doses si on veut vraiment sentir quelque chose. Bah là, ils savent que si ils ne maintiennent pas les doses, tout le château de cartes va s'effondrer. Donc ils sont dans un cercle vicieux, ils sont obligés de maintenir, parce qu'ils savent très bien que s'ils débranchent, d'un seul coup, bah, les titres actions vont retrouver leur vraie valeur, un truc, on sera à un effondrement financier bien pire que la crise de 2008, vu le décalage abyssal qu'il y a à l'heure actuelle entre les fondamentaux en fait, économiques et les valeurs financières. Et à côté de ça, on a cet argument que l'homme de la rue, entre guillemets, a en tête, c'est oui, mais grâce à l'euro, je peux aller en Allemagne sans avoir à convertir de l'argent. Qu'est-ce que vous répondriez à ça? C'est un argument qui fait en fait souvent rire, parce que j'aime bien dire que les partisans de l'Union européenne en fait sont des gens complètement ringards, et c'est eux qui vivent au XXe siècle, contrairement à ce qu'ils disent, parce que ça aurait pu être vrai dans les années 50-60, où effectivement, quand vous alliez, bon, il n'y a pas beaucoup de gens qui vont quand même en vacances en Allemagne, mais si vous allez en vacances en Espagne ou en Italie, vous deviez changer pour de la pesetas ou de la lire, donc vous deviez aller au truc bureau de change ou changer votre truc. Entre-temps, il y a une formidable invention qui s'appelle la carte de crédit. Et maintenant, je ne sais pas, vous avez une carte de crédit, il y a en plus des distributeurs habillés un petit peu partout, même sans ça, vous pouvez payer par carte dans à peu près tous les commerces en Europe, en Espagne, en Italie. Et c'est formidable, vous arrivez dans ce commerce, même si vous n'avez pas la monnaie, si vous êtes déjà allé à Londres ou si vous allez en Suisse, vous payez par carte de crédit et puis le changement se fait automatiquement. Alors si en fait on est capable et on va se dire bah oui je suis favorable, on doit détruire une économie juste parce que je suis content, je ne vais pas avoir changé mes billets alors que je pourrais payer par carte, bah effectivement c'est des gens qui sont restés bloqués au XXe ou peut-être au XIXe siècle même, mais c'est pas des gens qui sont dans la réalité. Ça me fait exactement penser en fait cet argument qu'on a souvent par rapport aux frontières. D'ailleurs, ça revient un petit peu au Brexit, où les gens hurlaient, vous vous rendez compte, il y aura des contrôles aux frontières. Bon, déjà, il faut savoir que le Royaume-Uni n'était pas dans Schengen, donc il y avait déjà des contrôles aux personnes. Sauf qu'entre-temps, il y a eu un petit peu de technologie, donc quand vous allez au Royaume-Uni, vous avez un passeport biométrique, vous arrivez, vous passez la douane, vous mettez votre passeport, ça vous prend 2 minutes, et ça y est, vous avez eu le contrôle de votre identité, donc ils savent effectivement qui rentre sur le territoire britannique, et vous êtes rentré, ça vous prend 2 minutes. Il y en a qui hurlent comme si c'était le nazisme, quoi. Vous êtes contrôlé aux frontières. Bah oui, vous passez votre truc, c'est 2 minutes, vous y êtes. Et maintenant, c'est la même chose aussi pour les marchandises. Les gens hurlaient, vous imaginez, vous allez avoir des queues de camions au Royaume-Uni. Alors, évidemment, l'Union européenne a joué là-dessus parce qu'il y a toute une période de mise en place. C'était même pas d'ailleurs à cause des restrictions de douane. Rappelez-vous, c'était l'Union européenne au moment du variant britannique, quand le Royaume-Uni avait beaucoup de cas, etc., ils ont fermé la frontière du jour au lendemain avec le Royaume-Uni. Donc oui, effectivement, vous aviez des kilomètres de camions, parce que ça a été fermé arbitrairement du jour au lendemain, alors que c'était encore à ce moment-là. Et donc vous aviez l'ahurie Clément Beaune qui était là, regardez le Brexit. Non, c'est parce que vous avez fermé les frontières à cause du Covid, ça n'avait rien à voir. Sauf que maintenant, on le sait, il y a déjà eu la sortie, Boris Johnson a obtenu un très bon accord, on est sorti de la période de transition. Ils ont accès d'ailleurs au marché de l'Union européenne, contrairement à tout ce qu'ils avaient dit au niveau de l'Union européenne. Et je disais déjà dans le livre que le Royaume-Uni avait toutes les cartes en main pour obtenir un bon accord, c'est ce qui s'est passé. Mais bref, ils ont certes accès au marché, mais il y a besoin de contrôle, de paperasse administrative, déclaration douanière qu'il n'y avait pas avant. Sauf que les statistiques montrent maintenant en fait que le trafic ne s'est pas réduit, surtout que le passage en douane est très rapide. Parce que oui, il y a eu de la technologie, donc vous pouvez déclarer votre déclaration de douane avant, vous passez, il y a des choses qui peuvent scanner les camions, en fait le passage est très fluide. Donc tous ces gens-là qui hurlent comme ça à l'apocalypse, que ce soit sur le changement de devise, que ce soit sur le contrôle aux frontières, encore une fois je le répète, c'est des gens qui sont restés bloqués au XXe siècle, qui sont en fait complètement ringards, et ça résume assez bien d'ailleurs la pensée des européistes. Si demain la France sortait de l'euro, il se passerait quoi ? Il se passerait quoi? C'est que tout simplement, il y aurait une sortie au taux de 1 point. Donc quelque part, tous les comptes bancaires, tous les trucs seraient... il y aurait une redénomination de la devise. C'est-à-dire que quand vous aviez, mettons, 2000 € sur un compte, ça sera 2000 francs français. Et à part ça, en fait, il se passera rien pour les gens. La personne qui va en France, ce qu'elle payait 10 €, elle le paiera 10 francs.
Et le grand changement, ça sera pour les entreprises, les changements de devises ou autres, mais c'est pas la première fois que c'est arrivé dans l'histoire. Je veux dire, des changements de devises, il y en a eu tout le temps. En fait, l'euro, dans l'histoire même monétaire du monde, est à l'inverse de la marche du monde, parce que dans le monde, qu'est-ce qu'on voit sur les dernières années? Il y a de plus en plus, au contraire, d'États et de monnaies, en fait, à travers le monde. Et de dire, on va réunifier comme ça des pays en plus anciens pour dire, on va avoir un même pays, l'Union européenne, une même devise, l'euro, ça va en fait à l'inverse de l'histoire du monde tel qu'on voit. Et donc, ce qui va se passer, c'est ça. Après, le nouveau franc risque de se déprécier un petit peu, ce qui est une bonne chose pour la France, parce que ça va donner un coup de fouet à l'économie française qui aura enfin une monnaie en phase avec justement ses structures économiques, sa compétitivité, et ça va donner un gain de compétitivité absolument colossal à la France, aux entreprises françaises, contrairement à toutes les mesurettes justement que l'Union européenne demande, d'allègement des cotisations sociales, on gagne un point par là, là on pourrait gagner 15-20 points d'un seul coup grâce à ce changement de devise. Donc ça, c'est absolument considérable. Et après, il y a tous les mythes un peu, et ce que j'appelle la théorie de la peur, en fait. C'est un petit peu le Project Fear de Royaume-Uni, on a la même chose en France sur l'euro, un projet de la peur. Et je parle justement dans le livre des principales peurs que les gens ont au niveau de l'euro, que ce soit la dette publique, que ce soit le prix de l'essence, que ce soit le pouvoir d'achat. Donc je parle de toutes ces choses-là et je démystifie justement tous ces mythes dedans. Pour la dette publique, vous le savez peut-être, en fait, il y a une loi internationale qui s'appelle l'Alex Monetae, qui fait que ce qui fait foi, ce n'est pas la nationalité du créancier, donc peu importe que la France ait 50% de sa dette qui soit détenue par des créanciers étrangers, ce qui fait foi, c'est le contrat de la dette. Il y a plus de 97% de la dette française qui est en droit français, donc qui mécaniquement, d'après cette règle de droit international, soit redénominée en francs français, enfin dans la monnaie du moins qui a cours légal en France. Si c'est le franc, ça sera le franc. Si c'est une autre devise, c'est le sesterce, ça sera le sesterce, peu importe. Ce que vous débunkiez, en fait, c'est l'idée un peu intuitive qu'on a, c'est de se dire, si on sort de l'euro, donc on a le franc, mais comme notre dette est libellée en euros, si le franc se dévalue, notre dette va exploser, on va payer plus cher. Voilà. Oui, c'est l'argument principal. Et en fait, cet argument est complètement faux. D'ailleurs, cette loi de droit international est tellement vraie, tellement valide, que si vous regardez les documents, même les documents de la Banque de France et de la Bundesbank expliquent qu'il y aura un transfert au taux à l'époque. Alors à l'époque, c'était 1 euro égale 6,55 957 francs. Il explique que voilà, ça va se faire justement parce qu'elle a l'Alex Monetae. Et d'ailleurs, on peut se dire, si on réfléchit au cas de l'Allemagne, on peut se dire que quelqu'un qui était créancier vis-à-vis de l'Allemagne, il est complètement floué parce qu'il avait une monnaie qui était plus forte, il allait avoir un euro qui est moins fort que la monnaie allemande. Et donc si cette loi ne s'appliquait pas, il y aurait eu l'État allemand qui aurait été poursuivi devant les tribunaux en disant je vais être remboursé en Deutschmark, je ne veux pas être remboursé en euros. Or, ça ne s'est pas passé parce que cette loi s'applique et c'est toujours appliqué. Et donc, il n'y aura absolument pas de souci là-dessus. D'ailleurs, pour les dettes des ménages, c'est plus de 98,5% qui est en droit aussi français. Donc, il y a absolument zéro problème de ce côté-là, contrairement à tout ce qu'on dit. C'est le grand argument, en fait. Utilisé, y compris par des hommes politiques, je crois que Sarkozy, Nadine Morano, enfin tout un tas de gens qui n'ont... Je ne sais pas si non pas. Je pense qu'il y a à la fois de l'incompétence et aussi stratégie de la peur. Et aussi de la stratégie de la peur. Je pense alors il y en a où ils sont vraiment incompétents, je pense, et il y en a d'autres qui mentent délibérément. Il suffit de voir les mensonges, en fait. Ça m'amuse souvent. On a souvent tendance à dire, ou du moins dans les grands médias, de dire regardez comme les 10 eurosceptiques mentent, et on nous a dit regardez Boris Johnson, Nigel Farage, ces horribles populistes, ils ont gagné en mentant, mais est-ce qu'ils sont allés regarder réellement les arguments qu'il y avait à l'époque du référendum du Brexit? Mais le projet de la peur au Royaume-Uni, je recense dans ce livre, il faut voir le nombre d'arguments qui se sont révélés mais complètement faux, qui ont été sortis en fait pour faire peur aux Britanniques, de dire si vous sortez de l'Union européenne, vous avez la croissance qui vont s'effondrer, le chômage va exploser alors qu'ils avaient le chômage le plus faible depuis des années, juste avant la crise du Covid, ça n'était jamais arrivé, vous allez avoir toute la City, toutes les banques vont partir, vous allez avoir un effondrement économique, enfin, c'était ce niveau d'argument en fait, et ceux qui n'ont pas arrêté de faire des fake news et de l'argument de la peur, ils étaient dans le camp du Remain. La seule chose
qu'on reproche en fait au camp du Brexit, c'est juste qu'il s'était trompé sur l'évaluation de la contribution du Royaume-Uni à l'Union européenne quand il disait qu'ils allaient récupérer 350 000 livres par semaine de la NHS. C'est le seul truc qu'on leur reproche. En fait, ils disent regardez, ils ont gagné sur des peurs, mais en fait, l'argument de la peur, le populisme, était dans le Remail, de même que les fake news et le populisme étaient dans le camp du pro-Maastricht quand on nous expliquait justement que l'euro nous apporterait plus de croissance, moins de chômage, moins de dette publique. En fait, on peut faire le bilan de ça maintenant. Le bilan, c'est que c'est eux qui ont fait de la fake news et c'est eux qui avaient tout faux. Mais ça, bizarrement, on va pas entendre qu'ils ont répandu des fake news et qu'il y avait une sorte de populisme européiste. Il y a quand même un argument qui parle concernant la sortie de l'euro, c'est de se dire ok, ça va booster l'industrie nationale parce que les exportations coûteront moins cher puisque le franc aura été dévalué par rapport à l'euro. En revanche, quid des importations qui, elles, coûteront plus cher puisque le franc aura été dévalué. Oui, c'est une réalité, mais en fait, l'argument qu'il y a derrière, c'est l'argument du pouvoir d'achat qui est très important d'ailleurs, mais c'est souvent là aussi fait de manière complètement dénaturée et complètement fausse. En fait, grosso modo, on vous dit quoi? On vous dit que si le nouveau franc va se déprécier de 10-15%, vous allez perdre 10-15% de pouvoir d'achat. Sauf que c'est une hérésie sans nom, en fait, de dire ça, tout simplement parce que pour que ce soit le cas, il faudrait que 100% des produits que vous consommez soient importés, sauf que c'est 30% à peu près du PIB, les importations, donc vous n'aurez jamais une baisse de 15%. Et en plus de ça, c'est faux même empiriquement. C'est faux empiriquement, pourquoi? Parce que par exemple, l'euro lui-même s'est déjà déprécié de 20-25%. À ce moment-là, vous n'avez jamais vu les prix augmenter de 20-25%. Ça n'est jamais arrivé, l'inflation n'a jamais été plus grande qu'1 ou 2%. Pourquoi? Parce que déjà, comme je l'ai dit, tous les produits ne sont pas importés, aussi parce qu'il y a un effet de substitution, c'est-à-dire qu'un produit qui était produit en France, qui était légèrement plus cher, qui n'était pas plus cher de la dépréciation, mais qui n'était pas plus cher de 15%, qui pouvait être plus cher de 2-3%, quand vous avez le produit étranger qui va augmenter justement l'importation de 10-15%, les gens vont acheter le produit français, donc la perte de pouvoir d'achat, elle n'est pas du tout de 10-15%, elle est peut-être de 2-3% en l'espèce. Et surtout, vous avez aussi l'effet de vous êtes sur un marché, donc il y a une sorte de concurrence, et comme je l'ai dit, quand l'euro s'est déprécié de 20-25%, tous les produits, les télévisions, les iPhones qui sont importés, qui sont souvent payés en dollars, on aurait pu dire, ils vont répercuter le coût, on va payer 20-25% plus cher les iPhones, les télés, etc. Ça ne s'est pas passé parce que vous êtes sur un marché concurrentiel et les distributeurs préféraient rogner sur leur marge pour ne pas perdre de part de marché. Et donc en fait, vous n'avez jamais une inflation de la même ampleur que la dépréciation, ce n'est jamais arrivé nulle part en économie. Et il y a des études d'ailleurs économétriques, notamment les scénarios de dissolution de l'euro de Jacques Sapir, où il explique très bien que vous pouvez avoir un choc d'inflation uniquement, a priori, sur les 2 premières années, qui serait de l'ordre de 4%. On ne parle pas de 10-15%, enfin c'est largement absorbable d'avoir un choc d'inflation de 4% la première année, 4% la deuxième, après de retourner sur des taux d'inflation à peu près normaux de l'ordre de 2%. Donc en fait, là encore, c'est une manière de faire peur aux gens. Et il faut bien comprendre que c'est surtout qu'est-ce qu'on veut en fait sur le long terme. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si on garde cette monnaie qui est complètement surévaluée pour la France, vous allez arriver à une France encore plus désindustrialisée. Or, un pays qui n'a pas, au niveau international, qui n'a pas d'agriculture ou d'industrie, si on n'a que du tourisme, en fait, ça devient quasiment un pays du tiers-monde, parce que ce qui fait la richesse d'une nation, c'est notamment les biens que vous pouvez échanger, et donc c'est les biens industriels, les biens agricoles. Et c'est-à-dire qu'on va vers une tiers-mondisation de la France si on perd justement cette industrie. Donc c'est au contraire fondamental, il est temps que les Français se réveillent, et là aussi, il y a un aspect, au bout d'un moment, de souveraineté, parce que il y a un moment, en fait, où si vous avez tellement perdu en souveraineté industrielle, souveraineté sanitaire et autres, vous n'avez même plus les compétences et les capacités en fait pour la retrouver à court terme et pour retrouver cette souveraineté. Donc il y a un moment où vous avez perdu tellement de souveraineté que vous ne pouvez même plus être autonome et indépendant et que vous devez être dans la main de tel ou tel empire parce que vous n'avez plus les capacités vous-même de le faire. Et donc il y a une sonnette d'alarme quelque part à tirer de se dire que il faut mettre un coup d'arrêt à ça. Il est urgent que la France se réindustrialise, se relocalise et ça implique évidemment de reprendre le contrôle et donc de se libérer à la fois de l'Union européenne et de l'euro. Vous parliez de souveraineté industrielle. D'ailleurs, on le sait, Macron, en tant que ministre de l'économie, a poussé fortement à la vente d'Alstom à General Electric.
Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ça? Comment c'est possible? Est-ce que l'Union européenne est impliquée dans cette, j'allais dire, félonie? Là, on ne peut pas dire que ce soit l'Union européenne, parce qu'il y avait à l'époque... Non, enfin, l'Union européenne permet les rachats de toutes les entreprises françaises, pas de libre circulation des mouvements de capitaux, c'est-à-dire qu'on ne peut pas s'opposer normalement au rachat d'entreprises, mais il y a quand même quelques clauses dans les traités européens, si on considère que c'est une industrie stratégique, d'armement ou autre, où normalement l'État peut intervenir, et c'est pour ça d'ailleurs que Montebourg avait fait son décret pour pouvoir le bloquer. Or Macron ne l'a pas bloqué, et pourquoi c'est criminel? Là aussi, ça en tient la question de la souveraineté, parce que Alstom, au niveau de l'énergie, produit notamment toutes les turbines pour les sous-marins nucléaires, les centrales nucléaires, et donc ça c'est absolument fondamental, c'est-à-dire que vous donnez cet élément de souveraineté majeur aux Américains. Et donc ça veut dire quoi concrètement? Il y en a qui disent oui, bah, on est dans une économie internationale, pourquoi pas, c'est les Américains, on a une relation marchande, mais non. On n'est pas dans les bisounours, c'est des relations aussi géopolitiques, et ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour tout conflit international géopolitique, les Américains peuvent demain contraindre la France pour dire bon, on vous débranche les maintenances de vos turbines, de vos trucs, et vous êtes obligé de vous plier. Il faut se rappeler quand même ce qui s'était passé au moment de la guerre en Irak, c'est pas seulement un fantasme ou un truc sorti de l'esprit. Au moment de la guerre en Irak, quand la France s'était opposée géopolitiquement aux États-Unis, s'était opposée à l'invasion de l'Irak en 2003, qu'est-ce qu'ont fait les Américains? Les Américains produisaient notamment les catapultes du porte-avions français. Bah, les Américains ont dit très bien, vous ne nous soutenez pas pour la guerre en Irak, eh bien on suspend vente et maintenance de toutes les catapultes. Et donc vous avez votre truc qui est complètement hors service. Mais il pourrait se passer demain la même chose du fait d'Alstom, donc c'est absolument criminel, et c'est là qu'on voit toute l'importance de la souveraineté. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas souverain d'un point de vue industriel, vous n'êtes pas souverain d'un point de vue énergétique, si vous n'êtes pas souverain d'un point de vue aussi la question du numérique qui est fondamentale, si vous n'êtes pas souverain dans tous ces domaines-là, eh ben vous êtes soit sous technologie chinoise, soit sous technologie américaine, et en fait ils peuvent vous contraindre à faire des choses avec ça. Donc la souveraineté, c'est pas seulement un slogan, c'est vraiment être maître de sa destinée, être maître de ses choix. Et si vous n'avez pas cette souveraineté, demain, ce sont les Chinois, ce sont les Américains qui vont vous dire vous devez faire ça, sinon on vous débranche. Alors justement, est-ce que là, on ne pourrait pas vous répondre que l'Union européenne, par sa taille, par son marché, par sa population, permet justement de faire face aux géants chinois, aux géants américains, aux géants russes, etc. C'est un peu l'idée que la France est trop petite pour se défendre face à tous ces géants du monde. Oui, je connais cette théorie. Ça, c'est vraiment un argument massue. Hein. Oui, c'est l'argument de l'union fait la force, le poids, etc. Mais ça, en fait, c'est complètement faux, parce que l'union fait la force quand tout le monde tire dans le même sens. Et au sein de l'Union européenne, vous avez des intérêts divergents sur à peu près tous les sujets. Donc en fait, c'est le contraire, c'est le fait d'être ensemble quand vous êtes désunis, en fait, vous êtes beaucoup plus faible qu'un pays qui est indépendant, qui a sa volonté, qui sait ce qu'il veut et qui négocie en fonction de ses intérêts. Il y a deux exemples très concrets. Je veux dire, le CETA, la négociation du traité commercial avec le Canada, tous les experts disent que le Canada a obtenu un meilleur accord, alors qu'en fait, il était face à la grosse Union européenne. À l'époque, il y avait le Royaume-Uni, on était 500 millions de consommateurs. Le Canada, la population, c'est 2 fois inférieure à la France. Sauf que c'est un pays seul, agile, qui était conscient de ses intérêts et qui a obtenu un meilleur accord que la grosse Union européenne à 500 millions de personnes. C'est la même chose pour l'accord du Brexit. Vous avez regardé la petite île, la petite Angleterre, avec tout le mépris des européistes. La petite Angleterre en question, le Royaume-Uni, il a obtenu un accord bien meilleur face aux 420 millions de l'Union européenne. Donc c'est une question au contraire de volonté, d'agilité. On le voit encore là, dans cette crise du Covid. L'approvisionnement de vaccins, vous avez le Royaume-Uni qui a mis une claque monumentale à l'Union européenne. Parce que pourquoi? C'est un pays qui est agile. Ils ont pu obtenir les accords et les contrats avant. Et avec ça, 3 mois avant l'Union européenne, et c'est pour ça que l'Union européenne a eu un retard. L'Union européenne attaque AstraZeneca, machin, etc. Non, c'est juste qu'ils ont été beaucoup plus lents, il y avait des divergences internes, et ça a pris 3 mois de plus. D'ailleurs, même les patrons de Moderna et d'AstraZeneca, c'est des Français, et même eux ont dit, bah oui, le Royaume-Uni servait avant, ils ont conclu les accords 3 mois avant. Et c'est pire que ça, parce que le patron de Moderna a dit carrément que au début, on négociait au niveau national, notamment avec la France, tout était bien en route, etc. La Commission européenne a décidé de reprendre le truc, et puis on a perdu 3 mois. Donc ça montre bien au contraire que ce n'est pas l'union qui fait la force, mais ça montre d'ailleurs, là je parle du vaccin, mais si c'était un traitement, on était sûr, un nouveau traitement, etc., qui était efficace,
il y aurait la même chose. En fait, si c'est fait au niveau de l'Union européenne, vous aurez 3 mois de retard et il ne se passera absolument rien et vous allez être en retard. Alors que le Royaume-Uni, qui a été agile, qui a été au contraire sûr de ses intérêts, lui, il a obtenu les choses 3 mois avant. Donc comme quoi, c'est pas une question de taille, c'est une question surtout d'état d'esprit, c'est une question d'indépendance. Et ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir de coopération possible en fait entre pays européens hors de l'Union européenne. C'est pourquoi en fait il faut distinguer l'Union européenne supranationale. En fait, l'idée de faire une espèce de pays où vous avez une commission qui va appliquer la même chose sur tous les sujets au même pays, qui est quelque chose de complètement nuisible, c'est l'Union européenne telle qu'on la connaît, mais ça ne veut pas dire que demain, une France indépendante, ou ce que fait le Royaume-Uni, va être coupé du reste des pays européens, ça n'existe pas. Enfin, je veux dire, la Suisse, la Norvège, l'Islande ne sont pas coupés des autres pays européens, et surtout, vous pouvez avoir très bien sur tel ou tel sujet, où on se dit, on se met en commun, parce qu'on a des intérêts en commun, on va faire quelque chose de bien. C'est ce qui se passe, vous avez vu au niveau de l'espace, l'agence européenne, l'agence spatiale européenne, ça n'a rien à voir avec l'Union européenne. En fait, dedans, il y a le Royaume-Uni, il y a la Norvège, machin, ça n'a rien à voir avec l'Union européenne. Et c'est juste que ça, c'est de la coopération internationale, comme Airbus, comme Ariane, où la Commission européenne n'est jamais intervenue. C'est de se dire, effectivement, sur tel grand sujet, on a des intérêts en commun, on peut peser plus ensemble, mais faisons-le, mais on ne renie en rien notre souveraineté et nos décisions. Il y a juste sur tel ou tel sujet, seulement avec les pays avec lesquels on partage les intérêts, on va aller ensemble. Et d'ailleurs, on peut faire de la coopération internationale comme ça, avec des pays qui sont européens ou non, parce que la coopération internationale n'a pas à se limiter au seul périmètre de l'Europe. C'est complètement absurde, et ça, les Britanniques ont bien compris, où le renoue notamment beaucoup de liens avec les pays du Commonwealth. Donc il faut bien, je pense, faire cette distinction entre la coopération internationale, oui, et qui se fera naturellement avec des pays européens, parce que c'est les voisins, mais pas que, et l'Union européenne supranationale, qui est profondément néfaste, antidémocratique et inefficace. Ça contrevient à cette idée qu'on entend souvent, qui est de dire, face aux problèmes mondiaux, type Covid, type réchauffement climatique, etc., il faut des entités supranationales qui décident. Moi, je pense que c'est l'inverse, en fait. C'est absurde de se dire, parce que les entités supranationales, souvent, sont complètement autobloquantes, et moi, je crois beaucoup plus en un pays qui donne l'exemple. C'est-à-dire que, si vous prenez, par exemple, la Révolution française, s'il avait fallu attendre d'être d'accord à 27 pays avant de faire la Révolution française, on serait encore en monarchie, ça je vous le dis. Et en fait, c'est la France qui a fait la Révolution française, et après, les idées de la Révolution française ont infusé les autres pays. Et d'ailleurs, pourquoi l'Europe est encore, ça va être de moins en moins le cas, mais la zone du monde la plus riche, c'est parce que le modèle en fait de l'Europe avant l'Union européenne, c'était l'inverse de l'Union européenne. C'était pas de dire on va tous à 27 faire le même modèle, c'était que chaque pays suivait sa voie de développement, et en fait il y avait toujours un pays qui s'en sortait mieux que l'autre. À une époque, ça a été les Pays-Bas, ça a été l'Italie, ça a été le Royaume-Uni, ça a été la France, ça a été l'Allemagne, et en fait les pays imitaient après les bons aspects de celui qui avait choisi la voie de développement qui avait marché. En fait, je pense que c'est plutôt par la diversité, par l'hétérogénéité des pays, qu'on obtient un résultat meilleur que de se dire quoi qu'il arrive, on va calquer la même chose, parce que dans ces cas-là, si vous avez la bonne formule, ce qui peut arriver une fois sur 1000, c'est très bien, mais si vous vous trompez tous ensemble. Alors, il y a quelque chose quand même dont il faut parler, c'est le panorama politique en France concernant le Frexit. Qui défend le Frexit ? Et quelles sont leurs forces dans le contexte politique français ? Ce qui défend le Frexit, il y en a en France, il n'y en a pas tant que ça. Il y en a pas tant que ça. Alors après, il y a plusieurs... Moi, je pense qu'il faut faire... Je vois plus largement, en fait. C'est qui est-ce qui pourrait défendre le fameux référendum sur l'appartenance à l'Union européenne, parce que je pense que c'est par là, en fait, qu'on peut obtenir le Frexit. Après... Vous ne voyez pas l'élection d'un Frexiteur en France ? Vous ne voyez pas un Frexiteur être élu ? À court terme, je n'y crois malheureusement pas. Je serais le premier à être ravi si ça arrivait, mais à court terme, je n'y crois pas. Je pense que c'est pour ça qu'il faut se mobiliser pour un référendum. D'ailleurs, au Royaume-Uni, je prends un exemple concret, Nigel Farage, et pourtant, on ne peut pas faire plus brillant comme politique et comme meilleur orateur. Nigel Farage, il n'a jamais gagné une seule élection générale au Royaume-Uni. Mais il a obtenu le Brexit justement parce qu'il a mis la pression pour obtenir un référendum, et c'est un politique, en l'occurrence qui était contre le Brexit, David Cameron, qui s'est saisi de cette question par opportunisme politique. Il n'était même pas pour le Brexit, mais il s'est dit, si je veux être réélu, il y a de plus en plus de conservateurs qui sont en faveur du Brexit. Si je mets le référendum sur l'appartenance à l'Union européenne en programme, je vais gagner les élections. Et moi, je connais des Britanniques
qui n'auraient jamais voté de leur vie Cameron, qui étaient Brexiteurs à mort et qui ont voté Cameron justement pour obtenir ce référendum et pour le gagner. Mais oui, mais justement ça... Et donc je pense qu'on doit justement au contraire, c'est pour ça qu'aussi on n'est pas dans une optique néo-électoraliste, je pense qu'on doit mettre une pression colossale pour obtenir ce référendum, parce que si on met une pression colossale, et il y a une pétition qui a été lancée, une pétition d'ailleurs transverse, référendum-UE.org, et cette pétition demande un référendum sur l'appartenance de la France à l'Union européenne. Pour le moment, je crois qu'il y a plus de 16 000 signataires, mais imaginez qu'il y en avait 3 ou 4 millions. Mais dans ces cas-là, vous allez avoir des politiques opportunistes qui ne sont même pas forcément pour le Frexit, qui vont se saisir de cette question et qui mettront le référendum dans leur programme, qui aurait pourquoi pas des chances de gagner, et on pourrait l'obtenir par là, quand bien même ce politique est contre, comme au Royaume-Uni. Et donc en fait, je pense qu'il faut peser de tout notre poids dans la balance pour obtenir ce référendum sur l'appartenance de la France à l'Union européenne. Et il y a un point qui est fondamental là-dessus, sur lequel j'aimerais insister, c'est qu'on me dit souvent, oui, regardez, 2005, on a voté, mais on ne l'a pas eu quand même. Donc en fait, votre référendum, ils vont le mettre à la benne. Sauf que ça n'a rien à voir, un référendum sur l'appartenance à l'Union européenne, par rapport au référendum de 2005. Pourquoi ? Parce qu'en 2005, ce n'était pas un référendum sur l'appartenance à l'Union européenne, c'était un référendum où on vous a dit « est-ce que vous voulez de ce nouveau traité ?» Il faut savoir qu'en France, constitutionnellement, notamment d'après l'article 11 de la Constitution, constitutionnellement, en France, c'est le peuple qui est souverain et le référendum, en fait, est obligatoirement appliqué. Mais en 2005, malheureusement, on peut dire que c'est complètement dégueulasse, que c'est une forfaiture politique, etc. Mais légalement, ils ont appliqué la loi parce que les Français ont voté non, ils ont dit très bien, le TCE, on le met à la poubelle. Sauf qu'on revient, on mélange les trucs, on présente un nouveau traité qui est le traité de Lisbonne, et là on le passe par voie parlementaire. Mais sauf qu'ils ont appliqué le référendum, ils n'ont pas mis le TCE. C'est un énorme scandale, mais ils l'ont appliqué. Sauf que si vous avez un référendum sur l'appartenance de la France à l'Union européenne, là c'est binaire. En fait, si les Français votent non, légalement, constitutionnellement, ils ne peuvent pas détourner le référendum comme ils l'ont fait en 2005. Et c'est pour ça qu'il est fondamental de se battre là-dessus. Et je vais me permettre de faire un petit peu de publicité, parce que on sera à l'anniversaire le 29 mai, le samedi 29 mai 2021, ça sera l'anniversaire justement, le 16e anniversaire du non de 2005, et cette pétition organise un grand rassemblement pour déjà célébrer la démocratie, pour rappeler cet épisode du non de 2005 où le peuple français avait voté quelque part pour de vrai pour la dernière fois. C'est le dernier référendum qui a eu lieu en France. Moi, à l'époque, j'ai même pas pu voter, j'étais trop jeune, j'ai jamais voté de ma vie en fait un référendum. Et en fait, dans le cadre de ce rassemblement, on va aussi justement demander à ce qu'il y ait un référendum sur l'appartenance de la France à l'Union européenne, et il va y avoir des prises de parole. Je ne dévoile pas maintenant, il y a des vidéos, teasers, autres qui vont sortir, mais il y aura plein de prises de parole, de personnalités. Je pense qu'il n'y aura jamais eu dans le paysage français autant de diversité politique et autres. D'ailleurs, il y a plein de gens qui ne sont pas politiques du tout, et c'est très bien parce que c'est une pétition qui est apartisane, qui est citoyenne, et vous allez avoir beaucoup de gens qui vont venir, qui vont se rappeler 2005 et qui vont appeler à avoir ce référendum. Et donc, j'invite justement tous vos téléspectateurs à venir. Ce sera à la place de la République le samedi après-midi, ça va démarrer entre 14h30 et 15h, à venir à ce grand rassemblement. Il y aura beaucoup de monde, il y aura des figures d'ailleurs de l'époque du non de 2005, et on va se remémorer ce moment-là et on va demander ce nouveau référendum sur l'Union européenne, mais un référendum qu'ils ne pourront pas contourner, celui sur notre appartenance à l'Union européenne. Alors déjà, on va mettre le lien en description de cette vidéo pour la pétition, et nous, en tant que Médias pour tous, on sera à cet événement pour le couvrir et pour relayer tout ça. J'avais une question à vous poser. Pour parler concrètement là, de ce référendum, j'ai pas bien compris. J'ai bien compris que vous vouliez faire pression pour obtenir un référendum, mais vous pensez réellement qu'un référendum en France pourrait être organisé avec le précédent justement de la Grande-Bretagne ? On ne peut jamais prédire... Je veux dire, c'est sur la question du réalisme de cette démarche. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se disent, notamment les européistes, que de toute façon, les Français sont en faveur du maintien, que les Français ont peur de la sortie de l'euro, et qu'on le gagnerait quoi qu'il ait à venir. Et surtout, il ne faut jamais insulter l'avenir, je crois, en politique. On voit que le paysage français, c'est un champ de ruines, c'est tellement éclaté. En fait, vous avez Emmanuel Macron d'un côté, Marine Le Pen de l'autre, l'opposition est complètement lessivée hormis de ça, et puis le niveau entre les deux n'est pas forcément extraordinaire. Et donc, après 2022, ou en 2022, il se passera des choses. Et s'il y a une initiative très forte, comme ça, comme une pétition qui atteint, comme j'ai dit,
2 millions de signataires par exemple, mais il peut y avoir, et de toute façon on fera pression pour, parce qu'on va écrire, on n'est pas là dans une démarche boutique, politique, etc. On écrira à tous les candidats à la présidentielle, notamment en mettant, regardez, il y a tant de signataires à cette pétition, est-ce que vous voulez inclure oui ou non dans votre programme le référendum sur l'appartenance de la France à l'Union européenne? On mettra la pression sur tous les politiques dans ce sens-là, et il n'est pas exclu qu'il y ait des politiques, même pas forcément par conviction, à la rigueur, c'est même pas ce que je leur demande, moi je veux juste qu'ils nous donnent ce référendum et qu'on aille le gagner. Mais il n'est pas exclu qu'il y en ait justement qui s'en saisissent, et c'est quelque part la voie la plus courte, la plus plausible, la plus crédible et la plus réaliste pour obtenir ce référendum à court terme, parce que celui qui me dit qu'en 2022, il y a un candidat du Frexit qui va gagner, voilà, faut être réaliste au bout d'un moment, il faut savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on est là pour défendre une boutique ou est-ce qu'on est là pour défendre des idées et des convictions? Si on défend les idées et les convictions, il faut aller vers ce qui est le plus plausible, et je pense que c'est la défense de ce référendum. Si jamais la France ne sortait pas de l'Union européenne, à moyen et à long terme, qu'est-ce qui se dessine devant nous? Et ce sera ma dernière question. On va finir sur un ours noir. Sur une note positive. Ça va être très noir pour finir. Non, mais malheureusement, c'est ce que j'ai dit. Moi, j'ai très peur de ce point de vue-là, parce que je me dis que 5 ans de plus Ah oui, là on est en Macron, année, là, vous comptez en année? Même 5 ans de plus d'Emmanuel Macron, il faut voir tout ce qui a été bradé déjà au niveau de la France. On a parlé d'Alstom, mais c'est pas la seule chose. Là, vous voyez qu'ils sont en train de torpiller aussi Suez, il y a une fusion avec Veolia, donc c'est quand même des marchés publics. Donc quand vous avez une situation comme ça de monopole, vous pouvez avoir le prix de l'eau, enfin plein de trucs qui augmentent. Et d'une manière générale, avec le phénomène de désindustrialisation, moi j'ai très peur qu'au bout d'un moment, comme je l'ai dit, si on ne met pas fin à ça, il y a un moment où quand on perd trop d'éléments de souveraineté, ça devient quasiment impossible de la reconquérir. Et donc c'est pour ça que je pense qu'il y a urgence, je pense que les gens doivent se mobiliser pour ce référendum, parce qu'il en va purement et simplement de la survie de la France. Alors évidemment, vous allez me dire, la France, elle va toujours exister en tant qu'entité, mais si c'est pour devenir un espèce de truc de folklore et juste le vin rouge, la baguette, j'adore ça, le fromage, il n'y a pas de souci, mais si c'est juste devenir ça, devenir un musée à ciel ouvert et concrètement sur toutes les décisions importantes, être dans la main des Chinois ou des Américains, la France en tant que telle, en tant que puissance, elle n'existera plus. Elle n'existera plus sur la scène du monde. Et déjà, la France, au sein de l'Union européenne, elle disparaît au niveau du monde, parce que on ne va pas aller voir le larbin de l'Union européenne, le larbin de Mme Merkel. Quand vous voulez prendre une décision, soit vous allez voir directement Mme Merkel, soit vous allez voir la commission de Bruxelles. Mais le chef français, à part pour faire un peu de folklore et de faire de la communication, à l'heure actuelle, ça n'a pas beaucoup de sens d'aller voir. Vous savez qu'il ne pèse quasiment rien. Et en fait, il va falloir faire ce grand changement. Et là, en revanche, je finirai sur une note positive. Je pense que si la France arrive à faire ce fric de sortie de l'Union européenne, on va voir directement, instantanément. Ça ne veut pas dire que tout sera simple, ça veut pas dire qu'il ne faut pas raconter n'importe quoi. Il y aura des moments durs, des moments d'adaptation. Enfin, c'est pas un séjour au Club Med. Mais même les Britanniques, en fait, l'ont montré. Je pense qu'il y aura un sursaut, en fait, ne serait-ce que de l'état d'esprit. Et ça, c'est d'ailleurs l'entrepreneur Dyson qui l'a dit quand il parlait du Brexit. Il a dit, regardez tout ce qu'on a pu faire là, la campagne, etc., le fait d'une Royaume-Uni indépendant, on a pu le faire parce qu'on a retrouvé en fait cet état d'esprit d'indépendance. C'est pas dit, on va attendre de voir ce que va faire l'Union européenne. On est le Royaume-Uni, on va prendre les choses en main, on va le faire nous-mêmes. Et ils l'ont fait de façon brillante, et ils mettent une claque énorme à l'Union européenne. C'est pour ça que les européistes sont en hurlant, Clément Beaune, il n'en peut plus, il ne sait plus où il habite. Le secrétaire d'État aux affaires de l'Union européenne, moi j'appelle le secrétaire d'État la propagande de l'Union européenne, quand il sort une fake news par interview pour défendre l'Union européenne. Et je pense qu'on va vraiment avoir cet état d'esprit comme ont les Britanniques, et j'ai plein d'amis là-bas. Il y a une sorte d'état d'esprit très positif du Royaume-Uni qui est de retour dans le monde, en fait, un état d'esprit d'indépendance, justement, un état d'esprit quelque part entrepreneurial, en se disant, voilà, il faut qu'on sorte, il faut que le Royaume-Uni reprenne sa place. Et je pense qu'il y aura le même phénomène en France, on va sortir de cet état complètement neurasthénique, exactement, léthargique, et qu'on va retrouver l'état d'esprit, et finalement ce qui était la France et ce qui a fait la grandeur de la France. Et je pense que le monde même a besoin d'une France qui est comme ça, qui est une France qui pourra peser d'elle-même pour elle-même, et qui sera
notamment quand on voit tous les conflits internationaux, une sorte de troisième voie entre la Chine, les États-Unis, et d'ailleurs même sur le plan économique, on n'en a pas parlé, mais tout ce qui est, ça m'intéresse beaucoup, tout ce qui est la participation, intéressement, avoir une sorte d'autre voie entre guillemets, communisme et le néolibéralisme. Je pense que la France peut amener et peut avoir un rôle à dire et un rôle dans la construction d'une sorte de troisième voie et d'alliance du travail du capital dans une perspective d'intéressement, et que la France pourrait être un modèle aussi sur ce plan-là si elle retrouve son indépendance. Charles-Henri Gallois, les illusions économiques de l'Union européenne, merci beaucoup. Merci à vous.